Bienvenue, dames et messieurs, à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le passage à la télévision numérique terrestre sera effectif dans 9 jours. SBT, éditeur de presse et Conseil supérieur de la communication s'entretiennent. Encore une fois, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. À jour J-9 de l'extinction officielle du signal analogique, le Conseil supérieur de la communication a tenu une rencontre avec les éditeurs de presse privée du Burkina Faso. Plusieurs points comme l'état des lieux de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, l'évaluation des préoccupations des éditeurs de presse ont fait l'objet d'échanges dans la salle de conférence du Conseil supérieur de la communication. Et c'était en présence de Jonas Tondé et Delphine Banissi. Quel est l'état des lieux du processus de la télévision numérique terrestre au Burkina Faso? Quels en sont les enjeux? Les coûts de diffusion des programmes de télévision sont-ils adaptés au contexte économique actuel du pays? Autant de questions débattues à cette rencontre de ce mardi entre éditeurs de télévision et la société burkinabé de télédiffusion qui avait à ses côtés le Conseil supérieur de la communication. Pour le président du CSC, les coûts de diffusion aujourd'hui sont un minimum qui permettrait à la SBT de pouvoir survivre. Comme nous le disons, les coûts au départ étaient plus élevés que ça. Nous sommes partis quand même de 350 millions, où c'est le Conseil supérieur de la communication qui s'était opposé à ces coûts. Et après les études économiques, on était à un minimum de 200 millions pour permettre la survie de la SBT. Nous nous sommes encore posé la question des moyens de nos télévisions privées. C'est là où, au niveau du Conseil supérieur de la communication, nous avons encore demandé une dernière rencontre et après analyse, nous avons convenu de ce prix que vous connaissez, qui bien sûr sont encore élevés pour nos télévisions, mais c'est un minimum aussi pour permettre à la société burkinabé de télédiffusion de pouvoir survivre. Et le débat demeure ouvert. Nous avons donc invité les télévisions privées à la réflexion et à nous soumettre leurs propositions, parce que comme vous le savez, le Conseil supérieur de la communication est chargé de la promotion de la liberté de la presse. Et nous ne sommes pas donc à mesure d'accepter qu'une télévision puisse fermer du fait du manque de moyens de paiement de ces forfaits que nous avons fixés. C'est pour ça, c'est un défi d'ensemble que nous devons relever pour aider nos télévisions à pouvoir être sur les bouquets de la TNT, mais aussi à pouvoir être fiables économiquement. Les défis qui se présentent à la mise en œuvre de la TNT au Burkina Faso sont essentiellement d'ordre politique, culturel et bien sûr économique. À jour J-9 de l'extinction du signal analogique, le comité de pilotage de la TNT ouvre le débat avec les éditeurs privés de télédiffusion du pays, essentiellement sur le coût de la diffusion. Un rappel, c'est le 31 octobre prochain que le signal analogique sera officiellement coupé et les télévisions privées devraient s'acquitter de leurs frais afin de pouvoir émettre désormais sur le bouquet TNT à compter du 1er novembre 2019. Un peu de politique dans cette édition et nous faisons un clin d'œil au CDP où Léon Skone et ses camarades donnent de la voix. Ces sanctionnés du CDP ont décrié le leadership du président Edi Komboigo sans manquer de réaffirmer leur décision de soutenir leur camarade Désiré Kadre Ouedraogo. Et nous découvrons les détails de ce point de presse avec Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Le climat tendu au Congrès pour la démocratie et le progrès a défrayé la chronique. Les discussions d'Abidjan avec le président d'honneur, l'ancien président Blaise Compaoré, semblent porter ses fruits entre les différentes parties protagonistes, puisqu'en réponse aux différentes orientations fixées par le fondateur du dit parti, les militants sanctionnés ont résolu d'estomper les procédures judiciaires intentées contre la direction du parti du Congrès pour la démocratie et le progrès. Des 27 sanctionnés, 22 d'entre eux ont échangé ce jour avec
avec les hommes des médias pour éclairer la lanterne de l'opinion publique et réaffirmer de ce fait leur volonté à travailler pour l'union et la cohésion du parti. Si les conditions, suite aux lettres du fondateur, sont remplies pour que les difficultés soient traitées en interne, il va de soi que la cohabitation sera facile. La cohabitation dans un parti, ce n'est pas la paix 365 jours sur 365. C'est des débats d'idées et c'est seulement de cela qu'il s'agit à l'intérieur d'un parti où chaque militant vient librement. Le présidium s'est voulu en un peu plus clair. En aucun cas, la légitimité d'Edi Komboyego à la tête du parti ne serait mise en cause, mais plutôt son leadership. Léonce Koné et ses camarades se disent prêts à engager un dialogue constructif au sein de la direction du CDP, toutefois dans un climat de respect mutuel. Nous n'avons pas de problème personnel avec Edi Komboyego. Le seul problème qu'il y a concerne sa gouvernance, d'une part, et d'autre part, le fait qu'il nous dénie le droit de soutenir Kader Désiré Monongo, alors que lui-même, depuis 2018, il est engagé dans une campagne frénétique. Ça, c'est un problème, effectivement. Il a dit, le parti c'est un volet de poste. Comme les autres partis, ils ont leur volet de poste. Chacun essaie d'arranger son vélo pour pouvoir bien courir. Et toi, tu as de démontrer ton vélo. Tu vas courir comment? Tu ne vas pas courir. Dieu a dit ça bizarre. Non, je pense que personne ne compte Edi, c'est Edi qui est contre les gens. Parce qu'il veut être le candidat inconcerté du CDP. Donc en mettant des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent pas où aller, qui n'ont jamais participé à des structures. En dépit de tout, ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien indéfectible à la candidature de Kader Désiré Ouédraogo pour les échéances de 2020. Benjamin Netanyahou renonce à former un gouvernement et nous sommes en Israël. Il reconnaît son échec à former une coalition. Suivez. Après 28 jours de tractation, Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Le Premier ministre israélien a annoncé sur les réseaux sociaux son échec à former une coalition. C'est aujourd'hui à son grand rival Benny Gantz, leader du parti bleu-blanc, que revient la responsabilité de tenter de former un gouvernement d'union. Selon les analystes, l'ancien chef de l'armée à la tête d'une formation libérale opposée aux alliances avec les religieux pourrait lui aussi échouer. Ce serait alors au président Rivlin de demander aux députés de désigner un candidat, sans quoi il devrait convoquer des élections, les troisièmes en 6 mois. Journée de mobilisation pour les agriculteurs en France et en Allemagne. Les grands axes de la circulation sont bloqués par les tracteurs qui ont déserté les champs. Les motifs de grogne sont nombreux. Des milliers d'agriculteurs ont bloqué les grands axes routiers dans toute la France ce mardi. Agribashing, déconsidération du monde agricole, revenus en berne ou encore retard de paiement des aides européennes. Les motifs de crispation sont nombreux. Même combat et mobilisation identiques en Allemagne. Dans les rues de Hanovre et de Bonn, par exemple, des centaines de tracteurs ont bloqué les rues. Pour cet analyste, agriculteurs français et allemands vivent avec les mêmes craintes. Il y a un problème spécifique qui provoque des réactions politiques. Les agriculteurs craignent de perdre confiance en eux, d'avoir moins de valeur et de ne pas pouvoir survivre aux pressions politiques. Autre rassemblement, il a eu lieu à Strasbourg devant le Parlement européen. Une manifestation paysanne et citoyenne pour dire stop à l'agrobusiness et protester contre une réforme de la politique agricole commune, la PAC, qui doit faire l'objet de renégociations avant la fin de l'année prochaine. Dernier élément de cette édition, Erdogan, le président turc, est en Russie pour négocier une zone de sécurité. À quelques heures de la fin du cessez-le-feu, c'est une rencontre très décisive. Poutine-Erdogan. À quelques heures de la fin du cessez-le-feu, c'est une rencontre décisive qui se déroule en Russie, à Sotchi. Le président turc menace de reprendre son offensive contre les combattants kurdes après une trêve de 5 jours. Peu avant de quitter Ankara,
Il a affirmé que 1300 d'entre eux se trouvaient toujours dans la zone de sécurité, une ligne rouge pour la Turquie. Notre administration suit de très près la situation sur le terrain. Si les promesses faites par l'Amérique ne sont pas tenues, nous poursuivrons notre opération là où elle s'est arrêtée, cette fois avec une détermination bien plus grande. Lancée le 9 octobre, l'offensive turque a permis à ses soldats de pousser leur avantage dans les zones au nord-ouest de la Syrie. Mais l'objectif d'Ankara d'établir une zone de sécurité longue de 440 km a été contrecarré par l'arrivée des forces de Damas. Résultat, la zone de sécurité devrait donc s'étirer dans un premier temps sur 120 km de Tal Abyad à Ras Al Ain. La stratégie turque sous pression, d'autant que des hélicoptères russes ont pris position ce mardi sur la base aérienne de Tapka, dans la province de Raqqa. Une infrastructure stratégique reprise par Damas il y a une semaine, pour la première fois depuis 2014. À grands coups d'images de propagande, Bachar al-Assad marque son retour en force. Il était aux côtés de ses troupes à Idlib, province contrôlée par des rebelles et des djihadistes que le régime syrien entend reprendre. Chacun tente désormais de pousser son avantage dans le nord de la Syrie, une partie d'échec mortelle. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 250 combattants kurdes et près de 120 civils auraient été tués depuis le début de l'offensive. Dames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci d'être restés en notre compagnie. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse.